Merci. Merci beaucoup Mireille Bruyère pour cet éclairage macroéconomique très précis. Peut-être que les échanges se feront par rapport au contenu que vous nous avez donné et aussi à toute une forme d'émergence de microéconomie qu'on appelle sociale et solidaire. Donc voilà, ça on verra ça après. J'invite Frédérique Moser, donc directrice de la Fondation Abbé Pierre, grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, à intervenir. Merci. Bonjour. On voulait vous projeter quelques témoignages de personnes concernées par les questions de précarité liées au logement. Donc peut-être je vais démarrer mon propos pendant que les choses s'installent. C'est de l'autre côté, je crois, non? Ah non, c'est là. Super, merci. Voilà. Alors, vous dire d'où on parle. Déjà, on est venu à deux. On est venu avec une atypique du travail, comme le décrivait Mireille, qui est Gaël Pellissier, qui est le prototype de ce que vous venez de décrire, si je peux me permettre de te qualifier comme ça, Gaël, qui est quelqu'un qui a fait un Master 2 développement de médiation sociale à Montpellier, qui a travaillé avec nous pendant une longue année en stage, qui est maintenant en recherche d'emploi, qui n'est éligible à aucun contrat aidé, à aucune subvention pour entrer sur le marché du travail, au regard de sa situation, et qui du coup a décidé quand même de continuer à se mobiliser dans le champ du logement et du social, et qui nous a rejoint comme bénévole à la Fondation Abbé Pierre. Donc on s'est dit qu'on allait aujourd'hui venir vous parler de ces questions, toutes les deux, parce qu'on avait chacune un point de vue un petit peu différent. Voilà, ces présentations étant faites, peut-être que je vais essayer de me caler pour introduire le propos sur le déroulé que vous avez proposé par rapport à la question du travail, en faisant le pendant du point de vue du logement, d'une manière extrêmement succincte, avant de rentrer dans le vif du sujet à partir de témoignages concrets, de vous donner à voir la situation des gens qui sont aujourd'hui et sans travail et sans toit. Alors, la Fondation Abbé Pierre, simplement, elle est à resituer dans l'histoire du mouvement Emmaüs et de l'Abbé Pierre en tant que tel, puisque vous avez certainement entendu parler de l'appel de 54 de l'Abbé Pierre, qui, à l'occasion de décès dans la rue nombreux, devant lesquels il se sentait impuissant, a lancé un appel sur les ondes pour que les personnes se mobilisent de manière à activer ce qu'on a appelé la générosité publique en vue d'une plus grande solidarité envers les plus démunis. C'était un hiver extrêmement froid en 54 où bon nombre de gens sont restés sur les trottoirs et en sont morts. Et l'Abbé Pierre a lancé à cette occasion les premiers hébergements d'urgence avec des tentes qu'il a installées dans Paris et puis petit à petit mobilisé des lieux pour accueillir les personnes qui étaient à la rue. La philosophie du mouvement Emmaüs, qui s'est développée à partir de ces années 50, se caractérise à travers différents types d'organisations qui aujourd'hui sont rassemblées dans ce qu'on appelle le mouvement Emmaüs, qui a plusieurs branches d'activité. La première étant la branche des communautés. Le principe de la communauté, vous en avez ici autour de Toulouse, à la Barthe précisément. Le principe de la communauté Emmaüs, c'est que vous êtes accueillis, que vous êtes nourris, blanchis, logés, en contrepartie de votre travail. Mais un travail qui, contrairement à ce qu'on vient de décrire, n'est pas un travail avec une attente de productivité maximum, puisque l'idée, c'est de produire sous une forme d'autosuffisance. L'idée de la communauté Emmaüs, c'est de se dire, on redonne une deuxième vie à tout ce qui est de l'ordre du rebut, on récupère, on va chercher, on fait la ramasse, on va reprendre des objets qui sont quelque part en fin de vie, ou recréer de l'activité à travers des objets qui ne sont plus utilisés. Et de là, on va leur donner une deuxième chance, en même temps qu'à nous, on va se donner une chance, nous, êtres humains, et on va pouvoir revendre ces produits-là qu'on aura retapés, rénovés, recustomisés, pour leur donner effectivement derrière la possibilité de repartir sur le marché, de recréer de la richesse, et du coup, d'en vivre au sein de la communauté Emmaüs. Je vous dis ça parce que le statut du compagnon par rapport au statut du travailleur, par rapport au droit du travail, au code du travail, il est très particulier puisque pendant longtemps, il était un peu en dehors de tout, puisque le compagnon, quand il rentrait dans une communauté Emmaüs, il renonçait à ses droits sociaux, à ses droits au sens de la solidarité. C'est encore le cas aujourd'hui, si ce n'est qu'il en ouvre d'autres. Depuis maintenant un certain nombre d'années, le statut du compagnon Emmaüs, c'est quelqu'un qui, quand il va rentrer dans la communauté, va pouvoir, au regard de son boulot, cotiser à la sécurité sociale, à la caisse de retraite, donc
voilà, il ouvre ces droits-là. Par contre, il cotisera pas au chômage. C'est pas quelqu'un qui, quand il sortira de la communauté, s'il décide un jour d'en partir, va pouvoir aller à Pôle emploi en disant « je voudrais faire valoir mes droits parce que ça fait 4 ans que je travaille dans la communauté Emmaüs ». Le compagnon, il a un statut un peu à part où il vit de son travail, il est donc nourri, blanchi, logé, mais en même temps dans la communauté, il produit pour son propre compte, il cotise pour ses soins et sa retraite. Mais par contre, il n'entre pas dans le marché du travail dont on vient de parler d'une manière aussi classique que le travailleur lambda. Voilà. Ce détour fait par le parallèle avec le droit du travail, vous redire que sur le volet des communautés Emmaüs, donc elles se sont développées de manière massive à partir des années 50. D'autres activités se sont développées dans le mouvement Emmaüs, axées grande partie autour de l'activité économique, qu'on a appelée économie sociale et solidaire dans un temps récent. Et ces activités d'économie sociale et solidaire, elles sont menées soit par des groupes de bénévoles, soit dans le cadre des politiques de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, avec des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, qui produisent des choses toujours autour de la deuxième vie, de la récupération, de la transformation. Vous avez dans le mouvement, par exemple, beaucoup de choses autour du traitement des textiles. Les bennes que vous voyez en ville, le relais qui traite le textile et qui le reconditionne, par exemple, sont un bel exemple d'une quelque chose qui est devenu une véritable entreprise nationale et internationale aujourd'hui, mais qui est née d'une association locale dans le Nord et qui a vraiment une vocation de promouvoir le travail pour les personnes qui en sont très éloignées. Dans ce mouvement, on a eu en parallèle des actions qui ont été développées dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les politiques sociales en tant que telles, puisque parallèlement, les années 50, la générosité publique, l'appel de l'abbé Pierre, c'est le volet plutôt caritatif où on s'organise entre nous. Les années 50-60 ont vu aussi se développer très massivement les politiques de solidarité nationale et d'aide sociale. Le Code de l'aide sociale et de la famille prévoit, aujourd'hui encore, que des dispositifs existent, sont financés par l'État. C'est encore aujourd'hui une politique d'État, certainement plus pour très longtemps, mais en tout cas c'est encore une politique de solidarité nationale, que de développer sur l'ensemble du territoire des centres d'hébergement, qu'ils soient d'urgence, de stabilisation temporaire ou d'hébergement et de réinsertion sociale, comme on les qualifie aujourd'hui, qui sont financés sous forme de dotation globale à l'année par les fonds d'État, avec des salariés qui sont là pour accueillir et accompagner les personnes qui sont exclues du travail et du logement. C'est intéressant de regarder l'évolution des choses en parallèle. Hein. Vous avez cette solidarité politique sociale qui se développe de manière massive, encore à l'œuvre aujourd'hui, avec des compétences qui, au regard des réformes territoriales, se redéploient, se redispatchent aujourd'hui entre les métropoles, les départements, les régions, et qui justement vont certainement encore évoluer dans les mois qui viennent. En tout cas, ce devoir de solidarité nationale et de politique d'aide sociale, c'était encore jusqu'à hier une politique de solidarité État centralisée, parisienne, extrêmement imposée. Parallèlement à ça, vous avez toute la politique du logement, qui, elle, s'est développée massivement, et c'est là que la Fondation Abbé Pierre, aujourd'hui, est active sur ce champ-là depuis un peu plus de 20 ans. La politique du logement, la France, c'est un pays en Europe qui a une particularité, c'est qu'elle a un parc important de logement social, porté par des bailleurs sociaux, qui sont des organismes HLM, qui étaient, après-guerre, les habitations bon marché, les HBM, si mes souvenirs sont bons, et qui sont nés de cette volonté de reconstruction du pays après la Deuxième Guerre mondiale, dans la même période que les 30 Glorieuses, avec ce souci de proposer aux gens du logement neuf, du logement clair, du logement avec des normes d'hygiène meilleure que celle qu'ils connaissaient jusque-là, et du logement qui soit produit en masse. Donc c'est là qu'on a vu naître les grands ensembles, avec tous ces quartiers qui sont devenus aujourd'hui des quartiers sur lesquels on est sur des politiques de rénovation urbaine, de remobilisation des habitants, de réappropriation, de politique de mixité, enfin tous ces discours que vous entendez très régulièrement aujourd'hui sur les ondes, et qui sont une véritable préoccupation pour l'ensemble de la population. C'était dans les années 60-70 quelque chose qui est extrêmement prisé, et habiter un logement social en périphérie de l'Île-de-France, c'était une promotion sociale. Aujourd'hui, c'est une dégradation dans la tête, dans l'esprit des gens quand on leur propose un type de logement de ce type dans certains quartiers. Donc,
se rendre compte aussi qu'au fil des ans, les choses ont largement évolué. Et cette politique du logement social, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la France, puisqu'on a ici, dans notre pays, un nombre de locataires importants de ce parc social, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens, où le rapport à la propriété est beaucoup plus important, et on se loge quand on peut acquérir un bien dans lequel on peut s'installer, mais on n'est pas forcément locataire. Donc le statut de locataire est quelque chose qui est quand même très très lié à l'histoire de notre pays. On reviendra sur tout ça si vous voulez, c'est juste pour vous donner un peu une vision du paysage. Donc ce logement social, si la Fondation Abbé Pierre s'est consacrée à ces questions-là principalement depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, c'est parce que depuis l'appel de l'Abbé Pierre en 1954, les premières tentes qu'il a pu installer sur le territoire de l'Île-de-France, le développement massif des communautés Emmaüs en France et à l'international, la naissance et le développement du logement social. On loge, on a un statut de locataire, on est chez soi, toute la législation et la réglementation qui va avec le fait d'avoir un droit à habiter jusqu'à la loi droit au logement qui a été votée il y a en 2007. Voilà, 2007, la loi Dallot. On est sur des questions de statut, comme le statut de travailleur qui cotise et derrière acquiert des droits, le locataire, il a des droits. Le locataire, le parc privé aujourd'hui, qui est aussi occupé par des gens qui souvent ont des ressources qui se dégradent et qui ont du mal à entretenir ce parc privé, c'est aussi avoir un droit de propriété avec un statut d'habitant qui est un statut important. Seulement, la réalité des choses fait que le rapport entre proposition de logement, offre de logement, montant de loyer, ressources des personnes, ou acquisition des logements dans un parcours locatif où on est jeune ménage, on a un premier emploi, on va être locataire du parc social, puis on va être locataire du parc privé, et puis quand on a un peu d'épargne, on va acquérir son premier logement, et puis on va s'installer et avoir une longue vie tranquille de propriétaire avec son petit pavillon. Ça, c'est quelque chose qui est complètement mis à mal depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, pour un certain nombre de raisons économiques, on les a dit. On en a parlé tout à l'heure, pour des raisons de précarité, mais aussi parce qu'on a sur le territoire national une croissance importante des gens qui sont exclus de tout ça. Exclus de tout ça parce que non seulement ils n'ont pas de travail, mais exclus de tout ça parce qu'ils n'ont même plus accès à l'ensemble de ces dispositifs d'aide sociale, d'hébergement, voire d'accès au logement social. Aujourd'hui, vous avez une tension sur l'ensemble du territoire qui est extrêmement forte entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un besoin, par exemple, sur le territoire national, d'une production d'environ 500 000 logements par an, nécessaire pour répondre seulement à la demande des gens qui ont aujourd'hui les ressources qui correspondent au plafond des loyers du logement social. Et puis, vous avez une production sur le territoire qui peine à être à 200, 250 000 les meilleures années. On est à 125 000 ces dernières années en termes de production de logements. Tout ça parce qu'on a une organisation de notre manière de produire du logement sur le territoire qui s'est certainement complexifiée, avec des codes qui se croisent, qui se complètent, qui se répondent, qui parfois ne sont pas complètement cohérents entre eux et qui ont tendance à gripper la machine plutôt qu'à la rendre plus fluide. Et parce qu'effectivement, on a une vraie difficulté à avoir la réactivité nécessaire en termes de production. Alors, le chantier, enfin le bâtiment en tant que tel, est un levier important. Souvent, la politique du logement, on écoutait encore Emmanuel Cos en venant vous rejoindre ce matin, qui est notre dernière ministre du Logement, enfin dernière en date, puisque ça change quand même de manière assez régulière. La relance de la production du logement social, c'est aussi une manière de relancer une économie et de recréer de l'emploi. Donc sur les territoires, on voit bien que c'est aussi la manière dont les politiques locales peuvent s'en emparer. Ceci dit, entre le moment où vous allez décider de produire un programme dans le cadre, par exemple, de l'obligation de produire 25% de logement social sur un territoire, dans le cadre de la loi de solidarité et de renouvellement urbain, la fameuse loi SRU, vous allez essayer de développer un programme sur un territoire donné. Entre le moment où l'intention est dans la tête de l'élu, où la programmation va être lancée, où les moyens financiers vont être mobilisés, le chantier être réalisé, je vous passe toutes ces tribulations dont les collègues ici sont architectes et maîtres d'œuvre sont très au fait, vous avez souvent des délais qui peuvent aller
entre 2, 3, 4, 5 ans. Une opération de logement social qui sort en 1 an, c'est un miracle. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, vous voyez que le rattrapage de ce décalage entre le besoin, l'offre et la demande, il est quand même extrêmement périlleux. Le parc privé est beaucoup plus performant que le parc public. Vous avez une opération sur un parc privé, les élus, ils vont pas prendre le temps d'aller forcément mobiliser l'ensemble de la population du cœur de ville de Nanterre ou de Toulouse pour aller présenter, quand il y a une résidence privée qui va se monter par un opérateur type Nexity ou un autre, il va pas prendre le soin d'aller réunir tous les habitants du quartier pour leur dire « Mesdames et messieurs, nous allons maintenant construire sur ce quartier une opération de logement, il y aura 25% de trait social, avec certainement des personnes en grande précarité, nous allons y introduire 10 places de centre d'hébergement et 15 places de résidence sociale. Surtout, n'ayez pas peur, c'est des gens comme tout le monde. Et quand même, on tenait à vous prévenir. Vous imaginez bien que ça va souvent rassurer tout le monde. Et que derrière, nous avons au-delà des procédures administratives et financières, les pétitions qui vont surgir, la levée de boucliers et toutes les tensions qui sont liées aujourd'hui à la manière dont on se referme sur soi et dont il est plus facile d'avoir peur de son voisin ou de la personne dont on ne sait pas exactement comment répondre à sa demande quand on la voit tendre la main sur le trottoir. Donc, si je vous balaie d'une manière extrêmement large et un peu générale les liens entre la précarité par rapport à l'emploi, la question de la Fondation Abbé Pierre dans le mouvement Emmaüs, la question de la production de logements et des politiques sociales aujourd'hui sur le territoire, c'est pour vous dire que finalement, aujourd'hui, nous, Fondation Abbé Pierre, qui n'avons jamais que un peu plus de 20 ans d'existence, puisqu'on a été créé dans les années 90 pour gérer tout ce flux de moyens qui était encore aujourd'hui adressé à l'abbé Pierre au regard suite à son appel de 54, même après son décès. Aujourd'hui, nous, la Fondation Abbé Pierre, on est sur le champ du logement strictement. Notre premier boulot, et là on va en parler de manière concrète, c'est quoi? C'est de sensibiliser la population à ces questions. C'est votre cas aujourd'hui, et si vous êtes là, c'est que c'est des sujets qui vous intéressent. C'est de communiquer et de faire connaître tous ces décalages avec des analyses beaucoup plus fines que ce que je viens de vous balayer très rapidement en termes économiques, en termes sociologiques, en termes géopolitiques, sur ces enjeux du logement aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre et au niveau européen d'une manière un petit peu plus large, voire au-delà. Et c'est aussi de pouvoir agir sur le terrain aux côtés des plus fragiles. Alors, pour agir sur le terrain aux côtés des plus fragiles, le parti pris de la Fondation, c'est de travailler avec le réseau associatif sur ces problématiques de logement et d'essayer de mettre autour de la table les acteurs qui peuvent permettre de réfléchir autrement et de produire des solutions un peu différentes pour les gens qui sont exclus de tout et de voir comment on peut les produire avec eux et pas en parallèle ou de manière complètement décalée par rapport aux attentes. Et c'est aussi d'essayer d'accompagner en étant un peu un effet levier, y compris financièrement, puisque notre premier métier, c'est de collecter des moyens, de les redistribuer, de voir comment on peut accompagner financièrement des initiatives originales qui soient au service, encore une fois, des plus fragiles. Alors, on a plusieurs manières de faire pour intervenir dans ce sens-là. On participe à des programmes de logements sociaux avec des opérateurs associatifs. On est sur des actions qui vont veiller à essayer de lutter contre la réapparition des taudis. On parlait tout à l'heure du développement du logement locatif et du parc HLM, des propriétaires qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur logement. Aujourd'hui, on a un parc privé dégradé, qui consomme une énergie considérable, qui coûte très cher aux gens qui les occupent et qui doivent faire l'objet de rénovations thermiques, énergétiques, pour lutter contre cette précarité. Et ça, c'est des choses qui sont entendues, mais qui doivent être encore plus. C'est une des interventions fortes de la Fondation ces dernières années. Et on est aux côtés des opérateurs à travers des programmes de soutien des opérations de rénovation d'habitat dans ce sens-là. On en a un certain nombre d'autres. On a des actions autour de la question des quartiers sensibles, comme on les appelle dorénavant, en essayant de travailler aux côtés d'initiatives d'habitants pour faire monter des propositions qui viennent quelque part de l'intérieur et d'accompagner une dynamique locale plutôt que d'accompagner des politiques publiques qui ont montré leurs limites, tout en étant toujours en lien entre
l'action de terrain et le développement de nouveaux programmes qui peut-être demain, dans la manière dont on va pouvoir les porter à connaissance de nos élus et de nos décideurs, être intégrés dans des politiques publiques futures. Voilà. Ça, c'est le travail de la Fondation qui est à la fois sur le terrain et en termes d'analyse sur de la production de rapports annuels. Et concrètement, on est en lien avec un certain nombre d'associations à travers des logiques de réseau, de mobilisation de droits et d'acteurs pour essayer d'accompagner ces initiatives. Et les deux petits films là qu'on vous propose de vous présenter, c'est des témoignages qu'on a utilisés pour la présentation de nos rapports annuels l'année dernière, qui étaient sur le sujet de la précarité par rapport au logement, de gens qui sont sur Montpellier. Alors désolé, hein, on est Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, mais c'est tout frais, donc Midi-Pyrénées, la découverte va avoir lieu dans les mois qui viennent. Là, c'est deux petits films qui ont été tournés sur Montpellier, à la fois de gens qui fréquentent les accueils de jour, donc qui sont des premiers lieux d'accueil où les gens peuvent venir pour prendre un café, prendre une douche et faire valoir leur droit à la domiciliation pour avoir une adresse et commencer un certain nombre de démarches. Et puis des gens qui sont dans une étape proche du logement avec un statut d'occupant plus tranquillisé, qui sont les pensions de famille ou maisons relais, qui sont des résidences dans lesquelles les personnes ont un logement, un vrai logement, une clé, une adresse, un statut d'occupant ordinaire, mais qui en même temps sont encore à l'intermédiaire entre de l'autre complètement indépendant et avec une présence qui permet qu'on veille à ce qu'une dynamique collective, un peu à la mode Emmaüs, soit impulsée et qu'il puisse se passer quelque chose de collectif pour avoir en même temps une présence et une attention particulière pour des personnes qui ont un parcours très atypique et très abîmé. Voilà. Des dispositifs comme ceux-ci, il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse. On en connaît un certain nombre. Si ça vous intéresse d'aller rencontrer des partenaires, on vous donnera les contacts. En tout cas, on voulait vous faire partager le témoignage des gens qui vivent ces questions au quotidien pour compléter le propos et vous inviter derrière à des questions plus précises en fonction des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Je vais essayer de relancer le bazar. Qu'est-ce que je fais là? Alors c'est là que le travailleur atypique entre en polyvalence de fonction. Alors le travail qui va être présenté là est le travail qu'a préparé Gaëlle l'année dernière pour la présentation de notre rapport. C'est elle qui a mené les interviews et construit la présentation en question. Parce qu'on a... Là, on est à fond. Ouais. Fin janvier 2014, j'avais mis mes affaires dans le hall d'un immeuble et donc j'ai laissé mes affaires là-bas et je suis venue vers la gare de Montpellier pour voir éventuellement ce que je pouvais faire et j'ai rencontré une jeune fille qui m'avait demandé de l'argent. Je l'ai regardée, je lui ai dit je ne sais même pas où je vais dormir cette nuit. Vas-y, lance. Ouais.
fin janvier 2014. J'avais mis mes affaires dans le hall d'un immeuble et donc j'ai laissé mes affaires là-bas et je suis venue vers la gare de Montpellier pour voir éventuellement ce que je pouvais faire et j'ai rencontré une jeune fille qui m'avait demandé de l'argent. Je l'ai regardée, je lui ai dit je ne sais même pas où je vais dormir cette nuit et elle m'a dit il faut appeler le 115. Donc le 115 est venu me chercher et donc je me suis retrouvée vers minuit ici à dormir dans cette salle derrière là-bas et le lendemain matin quand je me suis réveillée j'étais un peu surprise parce que je me trouvais la seule femme au milieu de tous les hommes qui étaient là et ils m'ont tous regardée en ayant l'air de dire qu'est-ce que c'est que cette personne. Le week-end ici et le reste de la semaine à la Croix-Rouge à dormir par terre. Là, c'est pas évident. Quand on a un certain âge, à dormir par terre, mais bon, il fallait bien le faire. Le 26 février au soir, je ne dormais plus dans les structures d'accueil, je dormais à l'hôtel. J'ai insisté encore beaucoup pour essayer d'avoir un autre hébergement parce que bon, c'était pas évident quand même l'hôtel, c'était déjà quand même mieux. Donc urgence veut dire rester sur place parce que si, on m'a bien dit, si vous partez plusieurs jours, votre place sera prise. L'assistante sociale qui s'occupait de moi, je lui disais alors où ça en est, ben je ne sais pas. Bon, c'était toujours, je suis quand même encore en hébergement. On ne peut pas dire d'urgence, mais je peux rester dans cet appartement pendant 2 ans. Et pendant ce laps de temps, il faut que je recherche un appartement qui sera donc à moi. Pour le moment, cet appartement n'est pas à moi, mais je paye. Je paye quand même comme s'il était à moi. Les affaires que j'avais laissées dans cette résidence fin janvier, quand je suis revenue le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc je me suis retrouvée sans rien, sans papier, sans vêtements, sans rien. Moi, c'est Fabrice. Je suis un ancien SDF, longtemps vécu à la rue, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 42, 43 ans. J'ai fait un truc qui s'appelle CIPLO, pour être sur une liste encore plus petite, pour avoir moins d'attente. Du CIPLO, je suis passé au DALO. Là, ils ont 6 mois pour me trouver un appartement. Les HLM, ils ont 6 mois pour me proposer des appartements que je n'ai pas le droit en général de refuser. J'ai eu une proposition de studio où j'ai jamais eu de nouvelles, de réponse définitive. Si au bout de 6 mois, ils ne m'avaient pas proposé, ils avaient jusqu'au 29 décembre pour me proposer des appartements. J'avais le droit de de porter plainte au tribunal administratif. Un jour, j'ai débarqué au secours. Ils m'ont aidé. J'ai rencontré des personnes formidables. Maintenant, je travaille dans un foyer, dans un centre d'hébergement. Et maintenant, je suis du côté de Juvignac, dans un 54 mètres carrés de pièces. Je suis passé dans la rue, j'ai perdu quasiment tout en très peu de temps et donc la dépression m'a cloué sur le trottoir où je suis resté un peu plus de 6 ans dans la rue. Tout en étant toujours connecté, à l'époque j'ai connu Chorus et donc je profitais de distribuer Chorus, les petits déj, les douches, les fringues et les travailleurs sociaux.
c'est un long parcours entre CHRS, foyer d'urgence, tout ce qui est foyer comme ça. J'ai trouvé l'idéal dans la pension de famille parce qu'en fait, il n'y a pas de conditions, enfin, mis à part le respect des locaux et des gens qui y sont. Il n'y a pas de, comme le CHRS où au bout de 3 mois, si tu n'as pas trouvé, si t'as pas fait des recherches au travail ou en logement, tu es viré. Les trucs d'urgence, c'est maximum 7 jours. Après, tu t'émerdes. De jeter d'un côté et de l'autre. Comment voulez-vous arriver à quelque chose, que ce soit des jeunes ou des vieux, ils ne peuvent pas. On les met dans un foyer, 7-8 jours. Après, on leur dit, vous n'avez pas trouvé de travail, il faut changer de ville. Il y a tout un truc à refaire. Chaque fois que j'allais voir les agences immobilières, j'ai pas de famille, je suis seul, pas de garant, pas de logement, quoi. La galère, elle est finie pour moi, ça y est. Je pourrais avoir des choses à moi, parce que quand j'étais à la rue, j'avais jamais rien à moi. Dès que j'avais quelque chose à moi, on me volait. Hein. Dans les squats, c'est comme ça, tu sais. Une bouée de sauvetage. Hein. Je veux dire, quand tu passes longtemps dans la rue, après tu perds beaucoup de repères. Et tu commences par te déshumaniser, en fait. Quoi, hein. Au fond du trou, tu n'as plus envie de faire partie de cette société. Quoi. Ici, vous pouvez poser les bagages. Et c'est-à-dire c'est chez vous. C'est votre maison, c'est chez vous. C'est comme si j'avais trouvé quelque part une deuxième famille, quelque part. Voilà. Moi, ça fait cet effet-là, quoi. Je peux parler mes soucis, mes problèmes, les papiers. Si j'avais pas de toi, j'aurais pas le moral comme maintenant, quoi. C'est pas pareil. Parce que la rue, c'est la jungle, quoi, un peu. Hein. C'est un peu ça, quoi. Bon ben voilà, tout est dit. Plus vous êtes dans la mouise, plus c'est compliqué de trouver une solution, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau du logement et de l'hébergement. Tu veux dire quelque chose ? Oui, bonjour, du coup je prends la parole. Je me permets, donc Gaëlle, bénévole, Frédéric vient de me présenter. Je tenais quand même à rappeler quelques chiffres qui sont assez parlants, parce que la Fondation, à travers ses grands axes d'innovation, a quand même un rôle d'expert au niveau de grâce à cette publication chaque année de ces rapports mal-logement nationaux, avec des éclairages régionaux depuis quelques années avec l'ouverture des agences. Cette fonction, elle rappelle quand même, le rapport rappelle quand même des chiffres assez importants. Par exemple, depuis entre 2001 et 2012, l'INSEE compte plus de 50% de personnes sans domicile, avec la Fondation estime, donc d'après l'INSEE, à 141 500 personnes sans logement. Donc soit en hébergement chez un tiers, soit à la rue, soit en unité d'hôtel. Et la complexité en fait de l'hébergement, c'est que, comme vous l'avez pu le voir dans le reportage, il y a une différence entre des centres d'hébergement d'urgence qui sont limités à 7 jours et des centres d'hébergement de réinsertion sociale où on peut aller de 3 mois jusqu'à 6 mois. Donc c'est compliqué parce qu'on demande aux personnes de s'inscrire dans un parcours de vie, de recherche d'emploi, et souvent les gens qui ne sont pas accompagnés peuvent perdre pied.
Et la complexité des informations aussi, parce qu'il y a énormément de dispositifs. Moi, j'ai pu le constater lors de mon stage l'année dernière. Il y a énormément de dispositifs qui concernent l'hébergement, allant jusqu'au logement adapté, mais qui fait partie de la même branche, on va dire, du logement, de l'hébergement quand on n'a pas de logement. Il y a plusieurs moyens. Fred, faut que tu m'aides. Je pense. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser qu'il y a une espèce de parcours qui permet d'accéder à un logement durable en tant que locataire de droit commun, et que ce parcours, il passe par un hébergement temporaire, un hébergement d'insertion, une résidence sociale pour une durée limitée, un premier logement d'essai. Et plus on est en difficulté économique, finalement, souvent c'est que ça, plus derrière, on va vous demander des garanties importantes pour que vous puissiez montrer patte blanche, être éligible au statut de locataire lambda dans un logement avec un loyer qui soit adapté à vos ressources. Et je crois que c'est ça que voulait pointer Gaël tout de suite dans son propos, c'est qu'effectivement, dans les chiffres que la Fondation étale sur la place publique et martèle d'année en année, on est à plus de 12,8 millions de personnes mal logées. Voilà, en gros, ce qu'on a repéré en termes de compilation statistique, 12,8 millions de personnes mal logées, ça veut dire effectivement un peu plus de 141 000 sans domicile fixe, répertoriés. Donc tous ceux qui ne se font pas connaître, tous ceux qui vont vivre dans l'ombre parce qu'ils sont sans papier, déboutés du droit d'asile, qui se planquent dans les squats, dans les bidonvilles et j'en passe. Ceux-là, ils sont pas comptabilisés dans les 141 000 SDF. Hein. Donc 141 000 sans domicile fixe. Et puis, en gros, si on ajoute effectivement toutes les personnes qui sont vivant chez des tiers, en hébergement temporaire, dans ce fameux parcours avant l'accès au logement, on est autour des 850 000 personnes. Donc c'est quand même énorme. Et en 10 ans, on a vu le nombre des gens qui sont à la rue, en tant que tel, augmenter de plus de 50%. Donc ça montre bien que la tendance est plutôt à la dégradation, que les politiques publiques de solidarité, c'est pour ça que je faisais référence au Code de l'aide sociale et de la famille tout à l'heure, qui était vraiment le dernier filet qui permettait de proposer une solution aux gens qui étaient sans solution, dans un lieu qui était contenant, qui leur donnait l'AME, la première possibilité d'accéder à l'aide médicale de l'État, qui leur donnait souvent une activité en lien avec leur hébergement, sur une mode organisée, différente des communautés Emmaüs, mais pas si éloignée que ça. Toutes ces formules-là, finalement, se sont aujourd'hui noyées à force de réformes dans le paysage, avec une inadéquation totale entre la situation des gens qui arrivent aujourd'hui massivement en précarité sur le territoire, ou de gens pour qui la crise économique a fait qu'ils se sont cassés la figure et que ça va beaucoup plus lentement pour remonter que pour descendre, et que derrière, tous les dispositifs sont devenus tellement complexes que les gens ne s'y retrouvent plus. Là, on en est à un stade où on essaie de mettre en place des espaces pour permettre aux associations sur le territoire de Montpellier-Rhin de travailler ensemble pour que, ensemble, sur une même situation d'une personne en difficulté par rapport au logement, elles puissent au moins à minima activer leurs droits, et que les travailleurs sociaux voisins se parlent pour que Madame Dupont, elle soit pas obligée de faire 4 guichets pour aller déposer sa domiciliation quelque part, sa demande de logement social ailleurs, son dossier à la CAF, et puis pour peu qu'elle ait un suivi médical ou une tutelle, ça se complexifie encore. Donc on en est, nous, Fondation Abbé Pierre, à demander aux associations de travailler avec nous pour donner un espace où les intervenants vont pouvoir venir travailler autour de la situation qui a été repérée, cas complexe du service intégré d'orientation, bref, et qui va revenir chez nous, et où on va nous faire le lien avec des juristes, pour aller chercher l'ensemble des intervenants, pour venir résoudre une situation d'une dame ou d'un monsieur qui s'est enquisté pendant 5 ans, partant d'une fuite d'eau, d'un dégât des eaux, d'un propriétaire peu scrupuleux et d'une situation qui s'est par exemple dégradée et de quelqu'un qui est proche de l'expulsion au 31 mars à la fin de la trêve. Voilà. Donc on est dans des choses ubuesques qu'on pourrait décrire pendant des heures et qui nous montrent bien qu'aujourd'hui, la responsabilité qu'est la nôtre, elle est plutôt d'essayer de poser ça et de se dire comment on peut, à la fois avec les personnes concernées qui sont en capacité de se mobiliser quand on a envie,
avec les politiques qui sont les nôtres en termes de production de logements, de financement de logements, même si les financements sont en baisse depuis des années, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est quand même une réalité aussi qu'il faut connaître. Et puis avec les acteurs, que ce soit les entreprises, les bailleurs privés, les bailleurs sociaux, les archis, les maîtres d'œuvre, le secteur associatif, le secteur de la santé, par rapport à la précarité énergétique, par exemple. Comment on peut tous ensemble essayer de redonner une dynamique un peu différente pour qu'effectivement, on soit plus en adéquation entre le besoin et l'offre. Voilà, je crois que c'est ça la mission de la Fondation Abbé Pierre, d'essayer de dénoncer cette complexité et de voir comment on peut peser mieux à tous les niveaux, à tous les stades du parcours pour que cette réponse logement, elle soit réellement une préoccupation publique, des politiques publiques et des citoyens, et qu'elle vienne prendre sa place au regard du droit au logement qui existe aujourd'hui, comme le droit au travail ou le droit à la santé. Voilà, en gros. Merci beaucoup Frédéric Moser et Gaël de nous avoir restitué avec autant de précision toutes les actions de la Fondation. Et moi, ce que je retiens très rapidement, c'est 12 millions, qui est un chiffre qui nous sonne dans la tête comme pas possible. Et de mémoire, il me semble que la situation française par rapport à ses partenaires européens, on va dire, est quand même dans une situation assez critique. Merci beaucoup.